Good morning, chers élèves. Aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à la question qu'est-ce que la guerre froide? Est-ce que c'est une guerre qui s'est passée en Antarctique ou au pôle Nord? Pas du tout. Comme vous le montre votre livre, dans la définition ici, la guerre froide est une période de tension allant de 1947 à 1989 entre le bloc de l'Ouest, sous influence américaine, et le bloc de l'Est, sous influence soviétique, mais sans conflit armé direct entre les États-Unis et l'URSS. Cette guerre froide s'est déroulée à la fois en Europe, en particulier en Allemagne, mais aussi dans le monde. Ainsi, dès 1948, les Russes souhaitent s'emparer de la partie ouest de Berlin, qui est sous influence américaine, divisée entre les Américains, les Britanniques et les Français. Pour cela, ils décident d'organiser un blocus, c'est-à-dire un blocage de tous les accès de la ville. Ainsi, Berlin-Ouest est fermé complètement et ne peut pas être approvisionné par la terre, en nourriture, en énergie, par exemple. Face à cette tentative des Russes d'annexer la partie ouest de Berlin, les Américains, comme on peut le voir sur cette carte, organisent ce qu'on appelle un pont aérien, c'est-à-dire que par avion, de plusieurs aéroports de l'Allemagne de l'Ouest, ici, ils livrent les aéroports de Berlin-Ouest, ils livrent en nourriture, en énergie, les habitants de Berlin-Ouest. Comme le montre cette photo, avec l'atterrissage d'un avion sur un aéroport de Berlin-Ouest. Le blocus de Berlin-Ouest est donc un échec pour les Russes, puisque les Américains réussissent à le contourner par les airs. Mais tout de même, cette première alerte, cette première tension, concrétise la séparation et la division en deux parties de l'Allemagne. Désormais, on parlera de RFA, République fédérale d'Allemagne à l'ouest, avec comme capitale Bonn, tandis qu'à l'est, l'Allemagne de l'Est devient la RDA, République démocratique allemande, avec comme capitale, non pas Berlin comme indiqué ici, mais bien Berlin, Est uniquement, qui est sous domination soviétique. Le rideau de fer, dont nous avons parlé dans la précédente leçon, il divise ces deux Allemagnes, il traverse ici, il sépare les deux Allemagnes et continue en Europe. En 1961, deuxième étape des tensions entre les Russes et les Américains. Les Russes décident de construire un mur tout autour de Berlin dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Donc. Comme ils l'avaient fait en 1948, cette fois-ci, ils décident donc d'entourer carrément la ville avec un mur. Pourquoi un tel mur? Là, les Russes ne souhaitent plus s'emparer de Berlin-Ouest, mais souhaitent l'isoler, car ils ont constaté que beaucoup d'Allemands vivant dans la RDA, à Berlin-Est, mais aussi dans la RDA, tentaient de gagner Berlin-Ouest à pied, en voiture, par tous les moyens, afin de se réfugier, entre guillemets, dans la partie sous influence américaine et ainsi se retrouver dans une partie un peu plus libre que celle sous la dictature de Staline. Donc, les Russes décident de construire un mur tout autour de Berlin-Ouest, non pas seulement entre les deux parties ici, pour éviter que les Allemands de l'Est fuient, en quelque sorte, vers l'Ouest. La tension est à son comble en 1961, comme on peut le voir ici.
au premier plan de cette photo, ce sont des chars américains. Vous voyez, nous sommes à un checkpoint de l'armée américaine, US Army. Et ces chars américains, on voit ici une personne avec des jumelles en train d'observer l'autre côté du mur de Berlin, où se trouvent des chars soviétiques. Donc vraiment, on est en grande tension de chaque côté du mur. Alors là, le mur n'est pas construit parce que c'est une des rares zones de passage, mais le mur, à l'ouest comme à l'est, donc, ici, enfin, à gauche, pardon, comme à droite, est édifié. Ah. Alors ça a pour conséquence également de séparer pour des années entières des familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain, soit d'un côté du mur, soit de l'autre, et qui n'ont pas pu donc se voir et discuter pendant plus de 30 ans. Cette autre photo nous montre le mur de Berlin, ici, avec à gauche la partie Berlin-Est occupée par les soviétiques, dont on voit ici quelques soldats, des barbelés qui font la séparation entre la partie Est et le mur, qui forment ainsi un no man's land, que certains ont tenté de traverser et se sont fait tirer dessus. Et de ce côté-là, donc à droite de la photo, la partie Berlin-Ouest, où a été construit une estrade provisoire en bois et sur laquelle nous voyons ici John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis en personne, effectuer une visite officielle. Voilà. Il vient donc le 26 juillet 1963 et ce jour-là, il prononce un très célèbre discours qui est resté dans l'histoire, notamment une expression, puisqu'il conclut son discours en disant ces fameux mots Ich bin ein Berliner, qui se traduisent en français par Je suis un Berlinois. Expression qui a été reprise plus tard par exemple, Je suis Charlie. Donc, par ces quelques mots, ces 4 mots, John Fitzgerald Kennedy a voulu exprimer son soutien à tous les habitants de l'Allemagne de l'Est et aussi de l'Allemagne de l'Ouest, qui étaient victimes donc de la séparation imposée par les soviétiques. Cette guerre froide entre les États-Unis et l'URSS se traduit également par des tensions à l'échelle mondiale. Exemple ici, un exemple le plus célèbre, c'est la guerre de Corée, qui se déroule de 1950 à 1953. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée est divisée en 2 parties. La Corée du Nord, sous influence chinoise et plus largement communiste, donc système communiste, système soviétique, et la Corée du Sud, pro-américaine, donc pro-capitaliste. En 1950, donc, la Corée du Nord envahit la partie sud. Il reste que très peu donc, d'espace sous domination américaine. Les Américains aident la Corée du Sud. Et dès l'automne 1950, la Corée du Sud reconquiert la majorité du territoire, quasiment jusqu'à la frontière chinoise. Finalement, le conflit perdure. Et en juillet 1953, on arrive à un statu quo, c'est-à-dire à un compromis. La Corée restera divisée en 2, la Corée du Nord et la Corée du Sud, séparées par une ligne de démarcation au niveau du 38e parallèle nord. La Corée du Sud reste sous influence communiste et la Corée du Sud reste sous influence américaine. Cette séparation nord-sud existe encore aujourd'hui entre les 2 pays, mais aussi entre les 2 systèmes politiques et économiques. La Corée du Nord qui est aujourd'hui une dictature communiste isolée du monde, mais alliée à la Chine et à la Russie, et la Corée du Sud qui est un pays capitaliste très bien développé, notamment qui produit énormément de produits électroménagers. Deuxième crise, deuxième temps de crispation entre les États-Unis et la Russie,
c'est la fameuse crise de Cuba en octobre 1962. En effet, Cuba est une île donc ici qui se situe dans la mer des Antilles, non loin des États-Unis, et Cuba est un allié des soviétiques. À sa tête se trouve Fidel Castro, qui est anticapitaliste, et il accepte en 1962 l'aide soviétique, c'est-à-dire que les soviétiques proposent à Cuba de venir porter des missiles qui seraient dirigés vers les États-Unis. Des missiles qui pourraient donc directement atteindre, on le voit ici avec le cercle, atteindre des villes comme Dallas, Atlanta, voire Washington. Évidemment, cette idée-là ne plaît pas du tout aux Américains, qui entreprennent donc un blocus de l'île, un blocus maritime, et la tension est à son comble lorsque les des bateaux se côtoient. Ici donc un navire de guerre américain qui intercepte un cargo soviétique. Et la crise est telle donc qu'on a le sentiment que va éclater une troisième guerre mondiale, mais cette fois-ci nucléaire. Ce dessin publié dans le journal britannique Daily Mail résume bien la situation. On a d'un côté le président russe Khrouchtchev, en face de lui le président américain John Fitzgerald Kennedy. Tous les deux sont en train de se livrer à un véritable bras de fer, donc c'est bien une image. Hein. Chacun est prêt à appuyer en même temps sur un bouton, relié à une bombe H, c'est-à-dire bombe nucléaire, bombe américaine sur laquelle est assis le président russe, et bombe russe sur laquelle est assis le président américain. Et chacun donc est prêt à déclencher la bombe en fonction de ce qui va se passer à Cuba. Au final, les Américains et les Russes trouvent un accord, et les Russes donc n'apportent pas les missiles à Cuba. Donc la crise est arrêtée. Autre épisode de tension dans le monde entre les Américains et les Russes, c'est la guerre du Vietnam. À l'époque, donc, il existait deux Vietnams, le Vietnam du Nord sous influence soviétique, communiste, et le Vietnam du Sud sous influence américaine. Donc le Nord attaquant le Sud, les Américains réagissent, envoient des troupes sur place, mais au terme d'un très long conflit, les Américains perdent. Je vous renvoie au film Apocalypse Now par exemple. Ils doivent évacuer le Vietnam du Sud, si bien que le Vietnam est complètement aux mains des communistes et est réunifié. 2 ans après la guerre qui se termine en 1973. Voilà. Donc finalement, la guerre froide a opposé les Russes et les Américains donc, pendant des décennies, avec des périodes froides et des périodes chaudes, des périodes où les relations étaient donc glaciales entre eux, et des périodes où les relations se sont plus réchauffées, comme ici, entre le président américain Gorbatchev et le président américain Reagan, à droite, qui ont signé des accords notamment pour désarmer leur arsenal nucléaire. La guerre froide se termine en 1989. On en reparlera dans une prochaine leçon lorsque les soviétiques perdent leur influence sur leur bloc. En 1989, les soviétiques donc perdent l'influence sur leur bloc et la population de Berlin, par exemple, ici, on le voit, fête la fin de l'influence soviétique en montant sur le mur de Berlin, qui n'est plus une séparation, et qui vont donc prendre un malin plaisir à détruire, morceau par morceau, pour réunifier l'Allemagne à partir de 1989, donc novembre 89. Berlin, la liberté. Et quelques temps après, la réunification.